Voilà, donc on va commencer par là. Donc j'avais un père qui était intéressé par ça déjà dans les années avant la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'adolescent, il s'intéressait à l'Orient. Et je vois dans une bibliothèque des livres sur le bouddhisme en allemand, écrits en lettres gothiques, ce qui avant les années 40, on écrivait l'allemand en lettres gothiques. Et donc Buddhismus, comme ils disent là-bas, parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de choses en français, comme il savait l'allemand, il lisait en allemand à 16 ans sur le bouddhisme, sur l'Inde, pour se renseigner. Et non seulement ça, mais quand il s'est agi de faire son service militaire, il a réussi à avoir un poste à Pondichéry. Et voilà, parce qu'il était intéressé par Pondichéry, il avait entendu parler de Sri Aurobindo, sauf qu'il devait partir en août 39 et qu'il y a eu d'autres événements en août 39 qui l'ont retenu en France. Après, il s'est marié, etc. Et donc, c'est l'Inde qui est venue à lui avec Sri Mahesh après la guerre. Et donc, il a rencontré Sri Mahesh. Et pour moi, mon premier souvenir de Sri Mahesh était par les photos sur le piano du salon. Chez nous, on avait un beau piano. Enfin, c'était le salon de ma grand-mère, parce qu'on habitait dans un appartement avec ma grand-mère. Et donc, dans le grand salon, il y avait une fiche de, je pense, c'était la salutation au soleil avec Sri Mahesh, donc il était pris en photo dans toutes les phases de la salutation au soleil. Et puis j'avais 7 ans, je regardais ça et je me disais j'aimerais bien faire ça, c'est intéressant. Et voilà. Donc c'était un darshan de Sri Mahesh par la photo. Et voilà. Et après 17 ans, donc ça m'est revenu. J'ai demandé à mon père qu'est-ce qu'un livre sur le yoga. Il m'a tout de suite dit le yoga c'est mieux de le faire, tu liras après, mais commence par le faire. Et donc je m'y suis mis. Et depuis, voilà, j'ai, à part la première année de médecine où j'ai arrêté parce que je voulais avoir ce concours qui n'était pas évident, donc j'ai fait que bosser. Mais sinon, avant la première année de médecine, j'ai pratiqué 1 an et puis après, j'ai pratiqué, voilà, d'une forme ou une autre de yoga. Maintenant, c'est pas mal de méditation. Mais en tous les cas, j'ai continué depuis maintenant 43 ans, voilà, 44 ans. La pratique. Donc, quand il m'a dit l'essentiel c'est de pratiquer, c'était un bon conseil. Je le suis toujours. Voilà. Alors, donc, vu de l'autre côté, j'avais parlé avec Mahesh de mon père. C'était dans les années, je pense, que je l'avais retrouvé dans les années 95 ou quelque chose comme ça. Et il m'avait dit, votre père, c'était bien avec lui. Ils avaient à peu près le même âge, hein. Et donc, avec lui, on discutait vraiment ferme. Mon père avait fait le séminaire pendant 3-4 ans. Ensuite, il avait fait la philosophie. Il a toujours été passionné de philosophie. Il avait étudié suffisamment d'Inde aussi pour avoir des arguments autour de ça. Il était inspiré par le christianisme et de façon libérale. Et donc, il discutait ferme avec Mahesh à l'époque. Et il a rajouté avec un soupir de regret, maintenant, il n'y a plus de gens qui discutent aussi ferme que lui avec moi. Et il avait l'air de regretter. Voilà. Et donc, quand on approfondit cette idée, je pense que c'est important de trouver un juste milieu quand on a un enseignant entre la dévotion et puis la capacité de discussion critique. Hein, il y a des gens qui sont que dans la discussion critique. À ce moment-là, ça barre un courant qui vient du cœur de l'enseignant, mais ceux qui sont uniquement dans la dévotion, ça barre aussi le courant de la discussion critique. Et donc, il faut trouver un juste milieu. Et il y a un auteur qui est plus qu'un auteur, c'est un prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui a écrit un livre qui a fait réfléchir les gens en Inde, qui s'appelle Argumentative India. Et donc, dans ce livre, c'est un gros bouquin que j'ai pas lu en entier, mais enfin, j'ai un peu regardé les grandes idées. Et lui avait, je pense, un grand-père, ou peut-être même son père, dans tous les cas, son grand-père était un grand pandit, donc qui avait l'habitude de discuter ferme les idées des darshanas de l'Inde. Et donc, c'était une vision de l'hindouisme, donc qui était pas tellement dans la croyance, mais dans la discussion philosophique serrée. Et pour ça, les bouddhistes aussi ont fait beaucoup de travail. Il y a des logiciens bouddhistes vers le 6e, 7e siècle qui ont influencé toute la pensée indienne, y compris le Vaisheshika, qui se sert beaucoup de la logique pour faire des discussions qui soient serrées. Et j'avais été à une conférence à Delhi sur la remise à flot de l'université bouddhiste de Nalanda. Et dans cette université, donc, qui a duré du 4e siècle au 12e siècle, et ça a été détruit du jour au lendemain par les musulmans militairement, donc ils ont brûlé la bibliothèque de Nalanda, alors que ça se portait bien, l'université au bout de 800 ans se portait très bien. Et donc cette université avait un président, mais le président pouvait être défié à tout moment
par n'importe qui. Donc il y avait des yogis de passage qui pouvaient le défier. Et si dans la discussion ils avaient raison contre le président, il devenait président. Voilà, donc c'est pas le système des présidents d'université en France ou en Occident. Ils sont là à la seniorité. Je pense pas qu'on puisse les défier comme ça par discussion serrée. Hein, et donc ça donne un esprit de l'Inde dont il faut se souvenir. Et donc je pense que c'est important d'être capable d'avoir ces discussions, de travailler par soi-même et de travailler donc les différents aspects des idées, capable de réfléchir vraiment dessus. Voilà, alors un second souvenir, c'était à Guidel. Hein, Guidel, vous vous souvenez de ces grandes réunions. Et donc, il y avait pas mal d'organisations parce que tout le monde arrivait, il y avait des gens qui ne connaissaient pas, etc. Et donc, Mahesh donnait pas mal de conseils. Et à la fin, je me souviens, il a dit, et puis, ne vous plaignez pas, se plaindre, c'est pas du yoga. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi en tant que psychiatre sur ces idées de la plainte. Et au fait, la plainte, c'est quelque chose de profondément inscrit en nous. Hein, quand le bébé naît, il vide l'eau de ses poumons et il commence par crier, donc c'est une forme de plainte. Et après, pendant longtemps, jusqu'au moment où il accède au langage, il réussit à se faire entendre, et en pleurant principalement. Et donc, sa plainte est récompensée parce que quand il pleure, la maman s'occupe de lui, elle lui fait un câlin, elle le nourrit, etc. Lui redonne du chaud. Et donc, la plainte devient, il y a un conditionnement positif autour de la plainte. Hein, depuis bébé, on se dit, la plainte, ça rapporte gros, ça coûte pas cher et ça rapporte gros. Hein, et voilà, donc on comprend ça chez le bébé. Hein, le bébé n'a pas trop d'autres moyens de communiquer. Et puis, le bébé a aussi des frustrations intenses. Hein, il n'a pas de distance vis-à-vis de ses émotions, il ne peut pas se parler à lui-même, etc. Il a du mal à faire tout ça. Donc, quand il est dans la frustration, c'est très fort et du coup, sa plainte est forte aussi. Et bon, les parents sont bien obligés, voilà, de gérer cette plainte et de faire quelque chose pour le calmer. Et voilà, donc simplement, il faut devenir adulte. Et donc, il y a trop d'adultes qui ont développé une addiction à la plainte. Hein, donc, c'est une sorte d'état d'être. On a du mal à changer son état émotionnel, son état aussi, son équilibre sympathique, parasympathique. Donc, quand on a trop de sympathique, on est plutôt personnalité anxieuse. Si on est personnalité anxieuse, on a tendance à plus se plaindre. Et donc, il y a des adultes qui sont comme ça. Et donc, c'est un problème. C'est un problème, par exemple, il y a Richard Davidson qui c'est un grand spécialiste de cerveau-émotion et aussi de cerveau et méditation. Il a comparé des enfants à la crèche. C'est une expérimentation que je dis souvent parce que je la trouve importante. Et donc, il a déterminé qu'il y avait un centre dans le cortex préfrontal gauche qui était un centre des émotions positives. Et le symétrique dans le cortex préfrontal droit était un centre plutôt du stress et de l'anxiété. Et alors donc, cette latéralisation des émotions, c'est assez logique parce que le cerveau droit, comme vous savez, est relié au côté gauche, donc au cœur. Et donc, une émotion, un stress, c'est directement le cœur qui se met à battre vite. Et donc, c'est logique que ce soit une structure du cortex droit qui gère plutôt ces émotions de stress. Et par compensation, donc, le cortex gauche, le cerveau gauche, gérera des activités plus tranquilles. Et c'est sans doute pour ça que le cerveau gauche, chez la plupart des individus, gère la lecture et l'écriture, parce que pour apprendre à lire et à écrire, ça demande d'être tranquille, on ne peut pas apprendre ça dans l'agitation. Bon, quand on sait bien sûr lire et écrire, on peut le faire dans l'agitation, mais quand on apprend, c'est pas si facile, il suffit de se voir qu'est-ce qui se passe quand on apprend une langue étrangère. Il faut vraiment de la concentration pour mettre sujet, verbe, complément, et que tout soit en place. Et donc, c'est géré par le cerveau gauche, parce que le cerveau gauche est plus tranquille quelque part. Voilà, et donc... Et quand on développe cette plainte, donc peut envahir notre vie et nous faire passer à côté du présent. Donc c'est important de développer la gratitude pour guérir cette tendance à la plainte. Et donc c'est intéressant de voir qu'à propos de cette gratitude, c'est déjà dans les religions. Il y a des prières de louange dans toutes les religions, souvent reliées à un Dieu créateur.
mais donc pas chez les jaïns et les bouddhistes qui n'ont pas de Dieu créateur, mais il donne quand même des moyens de développer la gratitude, gratitude envers la vie, gratitude envers le souffle, gratitude envers les autres avec l'interdépendance. Donc tout ça, ce sont des travaux de gratitude traditionnels. Et ce qu'il y a d'intéressant depuis 30 ans, c'est que des qualités qui étaient considérées comme principalement religieuses, comme l'altruisme, la gratitude, la joie, sont maintenant étudiées de façon scientifique. On fait des congrès là-dessus, on fait des communications, on fait des expérimentations de psychologie, on fait la psychologie sociale, des questionnaires, etc., de l'imagerie cérébrale. Et donc, je pense que c'est un réel progrès de l'humanité, parce que des notions comme gratitude, altruisme et joie, c'est trop important pour l'être humain pour laisser ça uniquement relié à l'autorité de textes qui sont très anciens, respectables parce qu'ils sont très anciens, mais quand même un peu poussiéreux. Hein. Et donc, il y a un renouvellement à faire, et pour ça, la science apporte quelque chose de réel. Donc, c'est important de comprendre cette évolution. Voilà, alors ça nous amène donc au sujet de la méditation laïque. Donc, dans le yoga, on peut dire qu'à cause du rapport au corps qui est très important, il y a cette forme de laïcité, parce que pour sentir son corps, il n'y a pas vraiment besoin de croyances ni de rituels, et donc on sent son corps directement, et c'est la force du yoga. Vous savez qu'on a trouvé des sceaux à Mohenjo-Daro vers 3500 avant Jésus-Christ, qui représentent déjà une sorte de, une position de yoga avec les jambes croisées, et avec un chapeau avec 2 cornes de vache qui peuvent évoquer les canaux latéraux, et puis au-dessus il y a une inscription, et dans l'inscription, on ne peut pas lire l'inscription parce qu'on ne sait pas lire l'écriture de Mohenjo-Daro, mais en tous les cas, au-dessus de la tête, il y a une sorte de I, un trait vertical qui prolonge en quelque sorte l'axe du corps au-dessus du corps, et en dessous, il y a un petit trait aussi, bon, j'ai regardé au musée de Delhi, il est peut-être moins net, mais ça semble être un trait vertical vers le bas. Et donc à ce moment-là, on a un modèle des 3 canaux d'énergie. Hein, c'est assez clair, hein, il y a les 2 cornes de vache qui sont sur les côtés, qui tendent vers un point au-dessus de réunion avec l'axe central, et cet axe central qui est tracé. Et en plus, je pense que c'est le même sceau de Mohenjo-Daro, on voit qu'il y a des spirales autour des bras, il y a un vêtement, et il y a une trace une ligne de spirale autour du bras, comme un pli donc, du vêtement, et on a vraiment l'impression que le prêtre, ou on l'interprète en général comme un prêtre à cause de sa coiffure qui n'est pas habituelle, est en train de faire ramener l'énergie des mains vers l'axe central pour ensuite le faire monter dans les 3 canaux, des mains vers le tronc, et de faire passer par les 3 canaux et ensuite l'expédier dans un point de jonction des 3 canaux qui serait au-dessus de la tête. Et donc c'est des choses qui sont décrites en yoga, c'est des pratiques courantes du yoga. Et donc, c'est intéressant de voir cette stabilité du yoga, parce que certainement, les croyances de Mohenjo-Daro étaient assez différentes des croyances de l'hindouisme moderne. Et puis, le yoga lui-même s'est adapté à différents courants. Hein, les Tibétains, par exemple, ont tout un yoga. Quand le bouddhisme est passé en Chine, ils avaient aussi tout un yoga. Maintenant, il est moins à la mode, le yoga chinois, mais il a existé. Hein, il n'y avait pas que le Chan dans le bouddhisme chinois. Il y avait une école qui faisait du yoga bouddhiste. Et donc, ce yoga s'est adapté à différentes formes religieuses parce qu'il est enraciné dans le corps. Et c'est sans doute pour ça aussi que maintenant, il se répand de par la planète, parce que les gens expérimentent dans leur corps, ils voient que ça marche, et à ce moment-là, ils continuent la pratique. Et donc, c'est une base qu'on peut dire laïque. Donc, il y a aussi l'autre aspect des choses, hein, donc à propos de la laïcité, on voit nettement une régression de l'humanité, en particulier au Moyen-Orient, dans des guerres de religion qui paraissaient finies, hein, qui paraissaient finies depuis le Moyen-Âge, et on retombe dedans. Donc, il y a de quoi faire réfléchir. Et c'est des choses qui ont fait réfléchir, par exemple, le Dalai Lama, déjà depuis quelques années. Le dernier livre qu'il est entièrement écrit de sa main, c'était en 2010, Beyond Religion. Donc, ça a été traduit en français chez Fayard sous le titre de Au-delà de la religion. Et donc, il avait fait un livre 2 ans auparavant sur une véritable fraternité entre les traditions religieuses, où il soulignait les valeurs communes, hein,
des différentes religions qui enseignent la simplicité, la générosité, beaucoup l'altruisme. Mais après, dans son livre suivant, il dit il y a 3/5 de l'humanité environ qui vit très bien sans religion, y compris ceux qui ont eu un petit rituel à la naissance pour les baptiser ou pour les initier, mais qui ensuite ne pratiquent pas. Donc on peut considérer que c'est des gens qui vivent sans religion et qui, en moyenne, se débrouillent à peu près bien, comme les gens religieux se débrouillent à peu près bien aussi. Tous les gens religieuses ne se débrouillent pas bien dans la vie. Hein. Bien sûr, ils ont leurs problèmes. Et donc, ça doit faire réfléchir. Et comment est-ce qu'on peut trouver un terrain commun aux gens qui sont religieux ou aux gens qui sont agnostiques pour pouvoir voilà, vivre ensemble et avoir des valeurs communes. Et donc, c'est des questions aussi qu'on s'est posées en psychologie. Et depuis 30 ans, je participe à une petite association qui est l'Association française du transpersonnel. Et donc, même à l'ancienneté, ils m'ont mis vice-président. C'est pas que j'ai fait un travail énorme pour cette association, enfin à l'ancienneté, voilà, on vous donne des choses. Et donc, mais le sujet m'intéresse toujours et je peux dire que mon œuvre est dans cette lignée tout à fait de psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire on étudie les traditions, donc c'est pas une laïcité contre les traditions, mais c'est pas une laïcité exclusive, mais c'est une laïcité inclusive. Et entre ces différentes traditions, on voit des mécanismes communs de pratique. Et donc, on essaie de déduire des pratiques psychologiques ouvertes au spirituel qui reconnaissent qu'il y a un au-delà de l'ego, qu'il ne faut pas juste réparer les bobos de l'ego, mais il faut aller plus loin. Et à ce moment-là, donc, on développe une psychologie spirituelle qui est importante. Voilà. Alors, à propos du côté donc laïque du yoga, parce que il n'y a pas ce côté donc de rituel dans le yoga, il n'y a pas ce côté de prêtrise structurée, organisée. Donc, il y a une anecdote qui est intéressante, je la raconte souvent aussi au public, parce qu'à mon avis, elle est symbolique. Ça avait été raconté par Evelyne Grider-Rouvre, qui avait fait des études d'anthropologie et qui, à l'âge de 50 ans, après avoir éduqué les enfants, les a reprises pour un doctorat, et son sujet, c'était la sociologie du yoga en France. Et donc, elle connaissait bien le sujet, et elle m'a raconté l'histoire d'un vieux prêtre qui, donc, comme dans beaucoup de paroisses de campagne, partait à la retraite parce qu'il était vraiment trop vieux et savait qu'il ne serait pas remplacé. Et il a demandé donc dans le village à la jeune professeure de yoga, parce que bien sûr il y avait une jeune professeure de yoga, comme il y en a maintenant à peu près dans tous les villages de France. Et donc il lui a demandé, est-ce que vous ne voudriez pas vous occuper du catéchisme, parce que vous, au moins, vous êtes spirituel. Voilà, hein, donc on a une évolution de fond qui est voilà, d'une église très structurée, avec son idéologie, hein, sa vision sur la politique, etc., héritière de l'Empire romain, donc c'est pas rien, à quelque chose de beaucoup plus souple. Donc l'église était hiérarchisée et masculine, le yoga est plutôt féminin et guère hiérarchisé, et donc c'est toute une évolution. Alors c'est pas que le yoga prenne la place de la religion, mais enfin, on pratique quand même, avant il y avait une activité qui était à la paroisse, maintenant l'activité c'est le cours de yoga, voilà, dans le village de base, et donc ça fait quand même un changement, donc ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup d'en parler. Bien sûr, ça fait pas des bombes, des attentats terroristes, donc on n'en parle pas à la lune des journaux, mais c'est quand même une évolution profonde, et donc ça vaut le coup d'en parler. Je me souviens d'un Vietnamien qui s'était installé dans un village de Charente à l'âge de 12 ans. Ses parents avaient émigré du Vietnam, donc il venait du Vietnam, enfin c'était quand même son village, le village de Charente. Ensuite, entre 40 et 60 ans, il est parti travailler, diriger une petite entreprise dans une grande ville, puis à 60-65 ans, à la retraite, il est revenu. Et il m'a dit, parce qu'on a discuté, il faisait partie du cours de yoga, et il m'a dit, la grande évolution, c'est que dans ce village, avant les femmes se retrouvaient à la paroisse, maintenant elles se retrouvent au groupe de yoga. Et lui, il était content d'être admis au groupe de femmes de yoga. Toléré. Mais il me disait, mais ça fait du bien aussi, parce que ça leur donne une activité qui les fait évoluer, et puis qui leur redonne une indépendance vis-à-vis des pressions familiales, etc. Elles peuvent se retrouver et évoluer tranquillement avec le yoga. Et donc, il y a toute une évolution sociologique, et donc, et c'est lié à une certaine laïcité, puisqu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de demande de croire en Dieu, hein, en général. Dans un cours de yoga, on ne vous demande pas si vous croyez en Dieu au début, on pratique, et puis voilà, puis après les choses se passent à l'intérieur selon
la toile de fond culturelle de chacun ou de personnel de chacun. Voilà, donc il y a beaucoup de liens entre laïcité et yoga, et donc c'est important donc, que le yoga soit plus reconnu dans l'éducation nationale. Donc Micheline Flack a fait du travail là-dessus patiemment depuis 30 ou 40 ans, et finalement ça commence à venir. Et moi-même, donc, à La Réunion, c'était en fin janvier, on m'a demandé d'intervenir dans un collège de 750 élèves, un collège en zone difficile, où il y avait déjà 21 professeurs qui faisaient un peu de méditation, intériorisation, un peu de travail corporel au début de leur cours. Et donc, le principal du collège, qui me connaît, qui aime bien l'Inde, a demandé donc aux délégués syndicales des professeurs, il y a le docteur Jacqueline qui vient, qui connaît bien ces choses, yoga, méditation, est-ce qu'on fait la réunion simplement pour ceux qui font déjà la méditation dans leur cours, ou on fait pour tous les professeurs? Et donc il a consulté ses collègues, il a dit, on est tous intéressés, on vient tous. Et donc on a fait à 75 professeurs du collège, donc j'ai fait surtout méditation, enfin il y avait un petit peu de travail corporel qui était proche du yoga, et j'ai fait une présentation, ensuite la pratique, ensuite discussion. Il y avait le délégué aux pédagogies innovantes de l'académie donc de Saint-Denis de la Réunion qui était là aussi, au nom du recteur, donc il a présenté officiellement le recteur de l'académie. Et il y avait plusieurs principales de collèges ou chefs d'établissement d'ailleurs dans l'île qui venaient voir ça aussi. Et d'après ce principal, donc, qui suit sur Internet ce qui se passe dans l'éducation nationale, il m'a dit que c'était la première fois qu'il y avait toute une équipe de professeurs d'un collège, donc 70, 75, tous ensemble, qui faisaient de méditation. Il y a eu bien sûr beaucoup d'expériences individuelles, mais tous les professeurs d'un collège qui se mettent à méditer avec le délégué du recteur qui est là et qui dit que c'est très bien. Donc ça, c'est nouveau. Et donc je pense que c'est toute une évolution. Et donc le travail de présenter le yoga de façon simple et pour tous a beaucoup aidé. Et le travail aussi du gouvernement de l'Inde pour faire une journée internationale du yoga qui soit relativement laïque, hein, présenter quand même, voilà, j'ai vu le discours de Modi pour les premières journées du yoga, il présente le yoga, voilà, comme quelque chose de laïque, on a beaucoup de stress dans la vie moderne, il faut faire quelque chose pour compenser ça. Et donc, le yoga peut être utilisé à ce niveau-là. Donc, lui, en tant que chef du gouvernement de l'Inde, souhaite que ce soit utilisé dans ce domaine-là, enfin, dans ce niveau-là. Et finalement, donc, c'est quelque chose qui a du succès. Hein, à Great Sui, je pense qu'il y a 2000 personnes pour la journée du yoga, hein, en juin. Et donc, voilà, c'est des choses qui ont du succès parce que le yoga parle directement à beaucoup de gens et on sait qu'il y a un lien avec l'Inde. Et donc, voilà, c'est le gouvernement de l'Inde est laïque, mais comme c'est quand même inscrit dans la tradition de l'Inde, ils peuvent aussi encourager le yoga et maintenant ils le font clairement. Voilà, donc je pense que tout ça, ce sont des facteurs qui convergent. Alors maintenant, on va rentrer plus dans le détail. Alors, je vais commencer maintenant, puis dans... oui, je vais commencer un petit peu maintenant, mais après on va 5 minutes et puis après on va arrêter. Je continuerai demain. Demain, on se voit toute la matinée, donc je continuerai demain à présenter les idées, puis on aura pas mal de temps pour la pratique. Donc, je vous dis le plan de ce que je vais vous dire. L'immobilisation sans peur, donc c'est très important. Dans le yoga, on parle d'enstase, hein, c'était Mircea Eliade qui parlait de cette union au soi à l'intérieur directement comme une enstase, c'est-à-dire on ne va pas en général vers un Dieu extérieur, mais c'est le Dieu intérieur, le divin à l'intérieur. Donc Mircea Eliade préférait parler d'enstase plutôt que d'extase. Et donc, comment est-ce qu'on s'immobilise pour rentrer dans l'enstase? Et bien maintenant, les physiologistes, en collaborant avec les spécialistes de l'évolution, ont des idées beaucoup plus claires. Qu'est-ce que c'est que l'immobilisation pour le corps? Et donc, je vais vous parler de ça en détail parce que j'ai étudié ça dans mon dernier livre, Pratique la méditation laïque. Et puis alors, il y a la notion de variabilité cardiaque, de méditation de dévotion et d'altruisme. Donc là aussi, on peut dire pas mal de choses à l'interface entre science et puis tradition. Ensuite, il y a l'écoute du silence, l'expérience du divin
et donc le retour à sa vraie nature, mais donc qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue physiologique? Là aussi, il y a pas mal de choses à dire à propos du sympathique et du parasympathique. Ensuite, un point qui est un peu spécifique, mais je le trouve très intéressant parce qu'applicable dans les cours de yoga au quotidien, c'est le lien entre la danse indienne, le mouvement de balayage des yeux et cette thérapie qui est présentée comme nouvelle, mais qui finalement n'est peut-être pas tant que ça, de l'EMDR pour nettoyer les traumas. Et donc là, il y a aussi des rapports qui sont importants. Voilà, et donc on va détailler tout ça demain, mais je peux vous dire déjà la conclusion, c'est qu'il ne faut pas faire une opposition entre le niveau laïque et le niveau religieux. Je pense qu'il faut savoir présenter les deux en parallèle. Et on est content de trouver des validations scientifiques de techniques anciennes. Et il y en a qui peuvent rester là, s'ils font une pratique laïque intensément, ils auront beaucoup de résultats. Mais aussi, on peut être ouvert au langage symbolique des dieux, de la religion, des rituels. Et à ce moment-là, il faut savoir interpréter ce langage symbolique, pas comme une croyance aveugle, mais comme des lois de psychologie qui nous sont dites de façon un peu plus imagée que des lois de psychologie noir sur blanc. Et dans ce sens-là, Swami Ramatirtha, qui était un continuateur, on peut dire, de Vivekananda, et un grand inspirateur du mouvement d'indépendance de l'Inde, disait que la mythologie était plus précise que l'histoire. Parce que l'histoire, ça accumule des faits, bon, ça cherche à comprendre des choses au niveau des faits, mais la mythologie, ça donne des lois psychologiques. Quand on sait comprendre le langage de la mythologie, ça vous donne des lois psychologiques qui finalement sont très précises. Et du coup, dans ce sens-là, la mythologie est plus précise que l'histoire. Parce qu'elle est orientée vers la compréhension de notre psychologie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Demain, on va continuer, mais déjà sur cette présentation. Pas encore. Je vais parler de l'immobilisation, alors ça a trop bien marché. Ils sont déjà en stase. Ils pensent à la pause café. C'est pas la concentration sur le soir, c'est la concentration sur la pause café. Bon, de toute façon, on se revoit demain. Il y a du temps pour les questions de la matinée demain. Et aujourd'hui, on va aller dans des choses plus pointues, c'est-à-dire au cas par cas. On va voir des méditations traditionnelles et le lien avec des éléments scientifiques. Et donc des fois il y a des liens qu'on peut faire très précis. Et donc je vous demande d'être bien attentifs parce qu'on va sauter d'éléments scientifiques qui peuvent être un peu pointus à des éléments traditionnels qui peuvent être aussi un peu pointus. Et puis le lien entre les deux, bon, ben, il faut savoir jouer sur l'analogie, le vécu. Et donc voilà, c'est quelque chose où il faut être bien attentif. Alors on va commencer par quelque chose de très important et que j'ai étudié simplement récemment. Et c'est la notion d'immobilisation sans peur. Donc, parce que ça a des liens avec les états profonds de yoga, de samadhi, donc. Et en physiologie, ça a été très étudié. Et donc, une de mes sources principales, ça a été le livre de Stephen Porges, The Polyvagal Theory. Donc, Stephen Porges, c'est quelqu'un qui a étudié toute sa vie le système autonome en faisant ses propres recherches. Et il était aussi professeur de psychiatrie, donc il avait une bonne expérience de la clinique. Et donc, il a isolé, c'est lui qui a découvert qu'il y avait deux systèmes vagaux. On en a parlé un peu l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, l'an dernier je pense. Hein. Et du coup, mais là, je vais aller plus loin. Donc, déjà, au niveau de l'évolution, comment ça s'est passé? Au début, les êtres primitifs, par exemple, un des premiers poissons qu'on appelle le cyclostome, c'est-à-dire celui qui est la bouche, stome c'est bouche en grec, cyclo ronde. Donc ce premier poisson n'a pas de système végétatif, il réagit uniquement par des hormones. Quand il y a du stress, il sécrète de l'adrénaline, une forme primitive d'adrénaline, et quand le stress est passé, il cesse d'en sécréter, et en quelques heures, l'adrénaline baisse et il déstresse. Et donc d'emblée, on peut voir que c'est un système qui n'est pas très économique, parce que supposez qu'il y ait une attaque d'un prédateur, il a un stress rapide, il peut sécréter l'adrénaline rapidement, mais après, pendant des heures, il reste stressé, il ne peut pas se calmer. Et donc si je vous parle de ça, c'est parce que ça a un rapport avec le monde moderne et
l'être humain qui semble être moderne et connecté, etc., avec plein de choses, au fait, lui aussi, il a un stress qu'il ne peut pas déconnecter. Et donc, il est dans un bain d'adrénaline. Donc, ce sont les extrêmes qui se touchent. Il y a le cyclostome qui est finalement le vertébré le plus primitif, et puis, ou avec les arêtes qui correspondent aux vertèbres. Et puis, l'être humain moderne, les deux sont dans un bain d'adrénaline dont ils ne peuvent pas se débarrasser facilement. Et donc, ça, c'est un paradoxe qui est important à comprendre. Alors après, donc, il y a les batraciens et les reptiles qui ont développé, eux, un système autonome avec un système parasympathique, mais qui réagit de façon massive. Par exemple, si la grenouille ou le reptile est chassé par un prédateur, ils font le mort. Hein, vous connaissez les lézards peuvent rester pendant 1 heure sans bouger du tout. Hein, donc, ça veut dire qu'ils ont cette capacité avec le système parasympathique de réellement calmer leur système de façon massive. Et donc les mammifères, eux, ont dégagé, en particulier l'être humain, ont dégagé un parasympathique plus efficace. C'est-à-dire la plupart du temps, dans les interactions de la vie courante, il n'y a pas besoin de se calmer de façon massive. Il y a plutôt besoin de s'adapter rapidement à la situation. Par exemple, dans le jeu, hein, on peut attaquer dans le jeu et puis se calmer. Et l'idée du jeu, c'est qu'on fait semblant de se stresser, mais on ne se stresse pas vraiment. Et donc, pour ça, le nouveau système parasympathique des mammifères est très important, en particulier celui de l'homme. Et l'avantage donc d'un système économique qui soit adapté seconde après seconde aux émotions réelles et aux besoins énergétiques réels, ça fait qu'on garde du sang et de l'oxygène pour le cerveau. Et vous savez peut-être que le cerveau, alors oui, je vous parle sans micro du coup. C'est lui qui... Vous m'entendez? Il râlait du coup. Oui, c'est lui qui râle. Il est au chômage. Micro et chômage. Il fait des manifestations. Qu'est-ce qu'on lui dit? Vous m'entendez au fond ou vous voulez le micro? Je ne savais pas qu'il y avait cette... Oui, moi je préfère sans micro, c'est plus naturel. Voilà, donc les mammifères donc, ont développé ce système vague récent. Donc, ça correspond dans le tronc cérébral à 2 centres. Hein, le centre postérieur, c'est le système ancien, et c'est un peu comme le frein à main dans une voiture, c'est-à-dire ça bloque tout. Et le centre antérieur, c'est le centre récent, et lui, ça module comme le frein pédale, on peut freiner un petit peu ou plus selon les situations. Et donc, ça permet d'économiser de l'énergie. Et le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps, alors que ça fait que, si ma mémoire est bonne, que 5% du poids du corps, ça consomme 20% de l'énergie. Donc penser coûte de l'énergie. Et dans ces 20%, les 2/3 sont utilisés par les connexions synaptiques. Et donc 13% de l'énergie totale, y compris monter les escaliers, courir, etc., de la journée, est consommée par nos synapses. Donc c'est un système, voilà, c'est comme un ordinateur qui consomme beaucoup d'électricité. Et donc pour que ça fonctionne mieux, c'est important de ne pas gaspiller de l'énergie dans les efforts et que notre effort, l'énergie donnée à l'effort, soit juste pour l'effort et que ça ne dure pas après. Et donc un système qu'on a trouvé, c'est une modulation majoritairement parasympathique. C'est-à-dire on a un cœur qui bat à 100 ou 120 à la base. Si on le laisse tranquille, il bat à 100 ou 120. Et donc constamment, le parasympathique le freine pour arriver au battement habituel, 70, 80, 60 au repos. Constamment, le parasympathique freine. Et ce qui se passe quand il y a un petit stress pas gênant, qui ne demande pas de faire un effort prolongé, juste un petit coup de stress, c'est on lève le pied de la pédale du frein, c'est-à-dire le parasympathique baisse sa stimulation. Et là, tout de suite, le cœur se met à battre plus vite, il monte à 100, 110. Voilà, et c'est simplement quand il y a un effort ou un stress plus prolongé, comme par exemple faire de la course ou alors une vraie dispute, etc., au point de vue émotionnel, que le sympathique se met en marche. Et donc, le sympathique est pour le gérer le stress au long cours, disons, au moyen terme ou long terme.
Et le problème du sympathique, c'est qu'il décroche pas facilement. Une fois qu'il est lancé, c'est un peu comme une locomotive, il faut du temps pour le freiner. Et c'est tout le problème des insomnies. Maintenant, on a trouvé que la plupart des insomnies étaient liées à une hypertonie du parasympathique qu'on ne pouvait pas déconnecter. D'où l'intérêt du yoga pour les insomnies et des techniques psychocorporelles. Alors, avant d'oublier, parce que je pense qu'il faut être pratique, il y a un appareil qu'on trouve dans les boutiques Nature et Découverte ou qu'on peut commander sur l'internet, et ça s'appelle Dodo, D-O-D-O-W, donc c'est un jeu de mots, vous l'avez, oui? Oui, oui. Ça marche plus ou moins. J'ai testé, moi j'ai trouvé que ça marchait assez bien. C'est un truc pour compter les moutons modernes. Non, ben alors, il y a quand même un truc qui est intéressant, parce que donc c'est une tache de lumière qui s'élargit sur 3 secondes, qui se diminue sur 3 secondes, et ensuite ça augmente à 6 secondes, et alors sur 10 minutes. Donc ça ralentit le souffle. Alors on se dit on pourrait le faire avec le yoga, ralentir le souffle, et c'est vrai. Mais alors il y a quelque chose en plus qu'on ne peut pas faire avec le yoga et qui est très astucieux, c'est que comme on est dans le noir et que la tache de lumière augmente, notre pupille diminue, ce qu'on appelle le myosis, ce qui est une stimulation sympathique. Et quand la tache diminue, la pupille augmente, ce qu'on appelle la mydriase, qui est une stimulation parasympathique. Et donc on décoince notre sympathique qui est coincé en hypertonie en l'obligeant à être stimulé, déstimulé, stimulé, déstimulé. C'est ça la chose en plus. Il y a quelque chose en plus, donc il y a toute une littérature maintenant qui montre que le système donc sympathique est coincé en plus, quoi, il est trop connecté quand on est insomniaque, et on le sent, c'est le mental qui ne réussit pas à s'arrêter, c'est typiquement le système sympathique qui ne réussit pas à décoincer. Donc en se servant, en combinant la respiration et les yeux, donc ce qu'on ne fait pas en yoga, puisqu'on n'est pas, soit on regarde une bougie en yoga, soit on éteint la bougie, mais il n'y a pas cette alternance. Et donc cette alternance, c'est comme un muscle qui est tendu, on le contracte complètement, on le détend complètement, on le contracte complètement, on le détend complètement, et à ce moment-là, il se détend vraiment. C'est la méthode en relaxation occidentale de Jacobson. Donc on pourrait dire que ce système, c'est une méthode Jacobson, mais du système végétatif. Et le système végétatif donc, est très lié à la détente, au sommeil, et donc c'est important de travailler directement là-dessus. Voilà, alors ils ont un site, et vous pouvez lire la littérature scientifique aussi là-dessus. C'est surtout le lien hypertonie du sympathique non déconnectable, et puis insomnie. Voilà, donc oui, dow.fr ou comme, je sais pas. Voilà. Alors, ensuite, on va aller plus loin. Donc, cette immobilisation qui est due à la terreur chez les reptiles et les batraciens quand ils sont attaqués par des prédateurs, qui peut exister aussi chez les mammifères, a été reprise pour des fonctions plus utiles dans la vie courante, et donc l'allaitement par exemple. Quand la mère allaite, elle est dans un état de conscience spécial et elle peut rester très longtemps immobile et rentrer dans un état méditatif spontané, et c'est dû à l'ocytocine, et l'ocytocine agit sur le même centre que le centre de l'immobilisation avec peur, c'est-à-dire la substance grise périacducale. Donc voilà, quand vous faites un exercice de relaxation en yoga, vous direz aux élèves, vous stimulez votre substance grise périacducale, et là, ça va être le cours de yoga scientifique. Ça va relever là, le niveau. Et donc il faut bien distinguer, il y a deux stimulations. La stimulation sans ocytocine, et c'est donc l'immobilisation avec peur. La stimulation avec ocytocine, c'est l'immobilisation sans peur, donc de l'allaitement. Mais donc c'est le même centre qui est utilisé. Et c'est comme ça dans l'évolution. Le cerveau n'est pas si créateur que ça. Il reprend des centres anciens, il modifie un peu avec quelques neurotransmetteurs leur fonction, mais il garde le même centre pour faire tout le travail. Et donc là, c'est un cas très clair. Alors après, donc il y a l'immobilisation amoureuse. Donc chez tous les mammifères,
il y a des phases d'immobilisation pendant la relation amoureuse, un peu différentes chez la femme et chez l'homme, mais c'est dû aussi au même centre et aussi à l'ocytocine. Hein, donc, chez la femme, on part au niveau de l'orgasme de la petite mort. Donc, petite mort, ça veut dire immobilisation complète. Hein, et donc, c'est ce centre qui est très puissant, mais en principe, hein, à moins que ce soit une relation sexuelle non voulue et terrorisante, mais sinon, c'est quelque chose qui est vécu dans une relation amoureuse, et donc ce qui fait la différence, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone, le neurotransmetteur de l'allaitement et de la relation amoureuse, du contact peau à peau, de la caresse, etc. Et donc, comme disait Monsieur Farge hier, c'était donc c'est à la fois hormone et neurotransmetteur. Hein, quand c'est libéré à l'intérieur du cerveau, on parle de neurotransmetteur. Quand c'est libéré, que ça va dans le corps, on parle d'hormones. Mais au fait, c'est les mêmes molécules. Enfin, souvent les mêmes molécules. Voilà, alors ensuite, donc il y a la mystique nuptiale, on en a un peu parlé, je pense, déjà hier. Et donc l'idée, c'est que on rentre en extase en s'unissant au divin. Donc ça est très courant dans la bhakti indienne, c'est aussi courant dans le catholicisme, moins dans le protestantisme, mais dans le catholicisme. Donc en particulier chez les nonnes, hein, les vœux monastiques sont comparés à un mariage avec Jésus. Et donc, quand on lit Sainte Thérèse d'Avila, les descriptions des extases peuvent être assez sensuelles, ce qui ont fait parler les psychanalystes, évidemment, style Lacan, etc., sur les extases de Sainte Thérèse d'Avila. Mais en tous les cas, ce n'est pas que Sainte Thérèse d'Avila, c'est toute une tradition, ce qu'on appelle la mystique nuptiale. En gros, dans le christianisme, il y a deux mystiques, la mystique nuptiale ou alors la mystique négative. La mystique négative, c'est plus comme le Jnana Yoga en Inde, c'est-à-dire c'est la connaissance neti, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, et on va toujours au-delà. Voilà, alors donc c'est l'extase parce qu'on s'unit à un Dieu qui est quand même considéré comme extérieur. Après, il y a l'enstase du yoga et du bouddhisme et du jaïnisme, et le mot central commun au bouddhisme et au Yoga Sutra de Patanjali, donc au yoga, c'est Nirodha. Hein, c'est pas par hasard que le second verset, le second shloka, oui on peut dire, ou sutra, oui, des Yoga Sutras, c'est un des plus célèbres, hein, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Et ce terme Nirodha, donc, est synonyme de nirvana pour les bouddhistes, et c'est l'arrêt du mental. Parce que quand il y a l'arrêt du mental, on a, après avoir eu toute sa vie des expériences qui s'enchaînaient les unes aux autres, on est libéré des expériences, et on est dans un état de non-expérience. Et donc c'est important de comprendre ça, que, au moins pour le bouddhisme traditionnel bien compris, le nirvana, donc synonyme Nirodha, donc on est proche du yoga, n'est pas une expérience de plus, mais au contraire, c'est la cessation de toutes les expériences. Et donc, il se passe quelque chose de totalement nouveau quand on réussit à faire cesser toutes les expériences. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et voilà, alors, au niveau respiratoire, donc, cette cessation des expériences mentales va souvent avec une cessation de la respiration, ou alors une respiration qui devient uniquement subtile. Par exemple, dans la Gheranda Samhita, j'ai relu le texte, ou lu peut-être, parce que je ne pense pas que je l'avais lu avant, j'avais lu d'autres textes, mais pas celui-là. Donc dans la Gheranda Samhita, j'ai lu récemment ce texte, et donc j'ai bien repéré qu'ils décrivent de façon très intéressante toute une évolution de l'être humain en fonction de la distance jusqu'où va son expiration. Donc quand l'expiration va loin, ça veut dire qu'on a une respiration agitée. Quand l'expiration ne va pas loin, ça veut dire qu'on a une respiration petite et tranquille. Et du coup, ils avaient déjà repéré que les gens stressés avec la respiration agitée, donc qui va loin, vivaient moins vieux, et que ceux qui avaient une respiration tranquille vivaient plus vieux. Donc ils le disent noir sur blanc dans la Gheranda Samhita. Nous on parlerait de stress, eux parlaient de distance jusqu'où va l'expiration, mais on voit bien le lien entre les deux notions. Et après ils ajoutent au verset suivant, ou un ou deux versets plus loin,
que quand la respiration, le prana, donc, reste complètement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement respiratoire extérieur, physique, à ce moment-là, on rentre dans le Kevala Kumbhaka. Kumbhaka, ça veut dire l'arrêt respiratoire. Alors, comme il y a l'idée du vase, Kumbha c'est le vase, on pense à un arrêt poumon plein, mais bon, quand la respiration est arrêtée, à la limite, peu importe si on est poumon plein ou poumon vide, de toute façon, elle s'arrête. Donc, là, dans ce Kevala Kumbhaka, donc, il n'y a plus de respiration. Donc, on peut interpréter, ça c'est mon interprétation, il faudrait voir ce que pensent les spécialistes de texte, mais ce Kevala de deux façons, c'est le nom d'un samadhi, où on est complètement isolé de tout le reste, et en pratique, quand on respire plus, on est isolé, c'est-à-dire à part de l'agitation respiratoire, de cette petite agitation, on doit inspirer, on doit expirer, enfin notre corps se sent donc obligé de faire ça, et là on se met au repos de ce travail constant. Donc c'est aussi une manière d'être Kevala, c'est-à-dire se mettre à part. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique quand on arrête la respiration? Donc c'est assez simple à comprendre, il y a le gaz carbonique qui monte et gaz carbonique qui monte et l'oxygène qui descend. Quand le gaz carbonique monte, ça augmente ça induit le sommeil. Mais si on décide de méditer, c'est pas l'heure de dormir, à ce moment-là, on rentrera en méditation profonde. Donc c'est très important, ces pics de gaz carbonique, pour rentrer en méditation profonde. Et l'oxygène descend, on a ce qu'on appelle des chémorécepteurs dans le cœur, qui analysent constamment les gaz du sang, c'est-à-dire oxygène et gaz carbonique. Et dès que l'oxygène descend, ces récepteurs disent au cœur, bon ben là ça tourne mal, il n'y a plus assez d'oxygène, c'est pas le moment de faire un effort, on se met en hibernation. C'est tout à fait comme les économisateurs de batterie, quand la batterie descend dessous de 10%, il y a un système qui réduit la luminosité de l'écran et qui met tout le téléphone portable en économie d'énergie. Et donc c'est tout à fait ça, quand l'oxygène descend, le corps se met en économie d'énergie, donc il ralentit le battement. Et donc le cerveau se dit, c'est tranquille en ce moment, le cœur bat à 50, 60, donc tout est tranquille et il s'apaise réellement. Donc c'est une boucle, on va titiller les gaz du sang par le Kevala Kumbhaka, l'arrêt respiratoire, et à ce moment-là, le cerveau se calme complètement et on a les bénéfices, parce qu'on rentre dans une sorte d'état d'hibernation, donc stimulation de la substance grise périaqueducale. Et dans cet état d'hibernation, qui est vécu comme agréable et beaucoup plus paisible que ce qu'on réussit à avoir d'habitude, si on a des souvenirs compliqués, traumatisants, désagréables qui remontent, à ce moment-là, leur côté traumatisant et désagréable sera effacé, parce que l'état est détendu et agréable. Donc un souvenir désagréable, ça a des racines, comme un arbre a des racines un peu partout dans la terre. Un souvenir désagréable, traumatisant, a des racines sous forme de tension un peu partout dans le corps. On le sent bien, un souvenir qu'on n'aime pas, il nous tend, et on sent, c'est souvent la mâchoire qui est tendue, un peu dans le ventre, des fois c'est les poings qui sont fermés, ici c'est la colère, on a envie de frapper les gens, voilà, et bien sûr il y a une tension entre les sourcils due à la peur, l'anxiété, donc on a des zones comme ça, qui sont comme les racines de ces expériences problématiques en nous. Je dis pas traumatisant c'est voilà un cas très problématique d'expérience, mais même des petites expériences ont le même effet que les expériences traumatisantes, mais en plus petit. Et donc quand on est dans cet état-là de Kevala Kumbhaka, on coupe toutes les racines d'un coup. Et donc c'est très utile et très thérapeutique. Et en plus, quand on est dans cet état-là, ça a été étudié donc au niveau de la transhypnotique, dans l'hypnose ericksonienne, dans la sophrologie, dans des tas de méthodes, parce qu'on est dans cet état, on est beaucoup plus suggestible. Donc les autosuggestions marcheront beaucoup mieux quand on est dans cet état. C'est comme si notre terre, qui d'habitude est sèche, soit mouillée par cet état, elle devienne comme de l'argile qu'on peut modeler. Alors que sinon, c'est dur et on réussit à rien faire. Donc, c'est important de voir ça. Alors, maintenant, pour être pratique, on va reprendre ça dans la séance de pratique, mais je vous le dis tout de suite, c'est important de ne pas couper le souffle complètement. Moi, pendant longtemps, je faisais des arrêts respiratoires un peu stricts,
souvent en fin d'expiration parce que c'est plus calmant. Mais finalement, je me suis aperçu, et c'est plus ou moins bon, ce que disent les maîtres autour de ça, et j'ai eu confirmation dans un texte très intéressant d'un classique tibétain commenté par un grand ermite tibétain, où il parle des 9 états d'apaisement, donc de shamatha, et le 5e état, c'est justement cette petite respiration. Et donc les conseils de base, c'est de continuer avec la petite respiration, même quand on a un peu peur de manquer d'oxygène. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu, et ça c'est l'intérêt de la pratique. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce qu'au fait, cette petite respiration est physiologique. Quand on est vraiment relaxé, on a besoin de moins d'oxygène, donc on respire moins. Et quand on respire moins, le corps se méfie, se dit là, il y a une réduction d'oxygène, donc je me détends complètement, je me déconnecte pour consommer encore moins. Et donc ça fait un cercle vertueux quand on veut chercher la paix. Et donc Mananda Mayi disait ça aussi, et elle le disait même en anglais, pour que donc je cite souvent ça, pour être sûr que les Occidentaux comprennent. Elle ne parlait pas 3 mots d'anglais, mais pour ça, elle faisait l'effort de le dire en anglais pour que les Occidentaux comprennent. Elle disait « In Samadhi, lungs don't breathe », c'est-à-dire dans le Samadhi, les poumons ne respirent pas. Et donc, elle-même, elle avait des états comme ça où elle ne respirait pas, vu de l'extérieur. Et une fois, ça a duré 8 heures et on a pensé qu'elle était morte, parce que d'habitude, c'était 1 ou 2 heures. Mais là, pendant 8 heures, elle n'a pas donné signe de vie. Alors, je ne sais pas si le cœur battait, sans doute il battait discrètement, mais au tous les cas, au niveau respiratoire, c'était une hibernation. Et une des premières expériences qu'on ait fait, je pense que c'était par le docteur Garoté à Bombay, sans doute en lien avec l'école de Lonavala dans les années 60, donc une des premières expériences scientifiques sur le yoga après les travaux de Thérèse Brosse. Donc, c'était de mettre des yogis dans des caissons où on pouvait enregistrer l'oxygène, de voir leur consommation d'oxygène et d'objectiver qu'ils pouvaient réellement entrer en hibernation, c'est-à-dire consommer beaucoup moins d'oxygène. Donc tout ça sont des choses intéressantes en pratique parce que quand on sait se mettre dans ces états, on peut réellement récupérer. Et je sais que moi, j'ai développé plus ça et ça me sert beaucoup en tournée. Parce que là, pendant 1 an et demi, je change d'endroit tous les 2 jours à peu près. Et voilà, donc ça pourrait être un petit peu de stress. Et du coup, en me mettant dans cet état, je récupère vite. Voilà, donc c'est important de voir ça. Alors donc ça, c'est un premier chapitre sur lequel on va pratiquer. Un second chapitre très important qui m'est apparu très important depuis 1 an, depuis que j'ai lu attentivement donc, ce bouquin de 400 pages, où le professeur Stéphane Porges avait mis tous ses articles sur recherche sur le système vague. Donc c'est la co-stimulation. Donc j'ai associé à d'autres choses. Et co-stimulation du sympathique et du parasympathique. Donc il y a déjà maintenant 98, donc ça fait 20 ans environ. Il y a 2 professeurs de psychiatrie américains, spécialistes d'imagerie cérébrale et d'EEG, qui ont étudié les états mystiques. Et dans un de leurs premiers bouquins, je ne sais plus si c'est The Mystical Mind ou Why God Wants Cease to Exist, c'est-à-dire l'esprit mystique, ou alors l'autre c'est Pourquoi Dieu ne cessera pas d'exister, qui a été traduit aux éditions du Rocher. Donc ce professeur de psychiatrie Newberg et Takili, ils ont classé les pratiques mystiques entre pratiques dynamiques et méditatives. Bon, ça tout le monde peut le faire, hein. Donc les pratiques dynamiques, c'est la transe, le rituel, surtout la transe. Les pratiques statiques, c'est surtout la méditation. Mais ce qu'il y a d'intéressant, donc, c'est déjà de voir le lien avec le sympathique et le parasympathique. Donc dans la transe, on stimule le sympathique à haute dose. Dans la méditation, on stimule le parasympathique à haute dose. Et c'est pour ça que quand on apprend la méditation, on peine parce que notre corps est habitué à ce qu'on appelle l'homéostasie cérébrale. C'est une notion récente. Je vous en ai peut-être déjà parlé lors de conférences précédentes, mais c'est important à reprendre parce que on est habitué à un mélange de sucré, de salé, si je puis dire, c'est-à-dire de sympathique et de parasympathique, ou on pourrait dire parasympathique plutôt sucré, sympathique plutôt salé. Si on change ce mélange, notre organisme rétablit l'équilibre rapidement. Et donc, si on va plus
vers le parasympathique par une journée, par exemple, de stage de méditation. En fin de journée, on sera survolté parce qu'on voudra grimper au mur ou sauter par la fenêtre ou tabasser l'enseignant de méditation parce qu'on le trouve énervant. Et au fait, c'est notre sympathique qui est comme un enfant qui est dans une famille que tout d'un coup la mère néglige. Il se met à faire tout un théâtre pour qu'on fasse attention à lui. C'est tout à fait ça. Hein, il n'a pas l'habitude que pendant toute une journée, on ne le consulte pas, on ne le laisse pas s'exprimer. Du coup, il se venge en créant des problèmes. Et donc, c'est important à savoir parce que sinon, les gens peuvent se décourager. Ils essaient une journée de méditation, ils se sentent agités, etc. Ils voient tout le monde à côté qui fait semblant d'être immobile alors qu'ils sont eux aussi agités. Et du coup, ils disent, je suis le seul à ne pas être bon pour la méditation. Et ensuite, ils ne réussissent plus jamais de leur vie, ce qui est dommage. Hein, donc je l'explique. Il y a des gens qui me disent, si vous n'aviez pas expliqué ça au début, je serais sorti de la salle parce que je ne pouvais plus tenir le coup. Mais au fait, voilà, il faut qu'ils comprennent, c'est l'homéostasie cérébrale. De même que quand on mange, notre sucre monte dans le sang, le cholestérol aussi, il y a des hormones qui font redescendre le sucre. Et quand on jeûne, le sucre descend, il y a des hormones qui font remonter le sucre. De même, pour notre niveau d'excitation intérieure, il y a un système qui régule. Donc c'est le système autonome s'autorégule avec cette notion d'homéostasie. Et donc, Dakini et Newberg ont été plus loin. Ils ont remarqué qu'il y avait des alternances. Par exemple, et j'ai vu des très belles séances de transe quand j'étais psychiatre en Algérie chez les Kabyles. Et donc, pendant 20 minutes, le patient qui se met en transe, parce qu'en général, c'est des gens qui arrivent avec des problèmes pour la transe, qui ont des difficultés de vie. Donc, ils se mettent ils dansent au tambour. C'est une danse très dynamique. Puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, des fois 25 minutes, ils sont épuisés, ils s'allongent, et là, ils rentrent en méditation profonde directement. Et là, la chamane, parce que c'était une femme dans la session dont je me souviens le mieux, pose des questions sur ce qui ne va pas, et la personne est dans un état de transe et dit des choses, et parler de ses problèmes dans cet état qui est intensément agréable de transe statique, parce qu'il y a la transe dynamique et la transe statique, donc c'est déjà thérapeutique. Et en plus, la famille est là, donc la famille entend une version profonde des problèmes par le patient qui est en méditation, la chamane aussi, et du coup la chamane dit des choses à faire à la famille. Et comme tout ça est relié à une ambiance sacrée, on y pense que la chamane est reliée directement au divin, à ce moment-là, et que c'est dit en public, donc il y a d'autres gens que la famille qui écoutent, ça prend valeur d'ordre, quoi. C'est l'ordre du divin, vous devez faire ça, et s'ils ne le font pas, il y aura un malheur dans la famille parce qu'on a contesté le sacré. Donc ça a finalement un pouvoir plus grand que le psychothérapeute qu'on paye, et puis on se dit, voilà, il est content, je l'ai payé, maintenant moi je fais ce que je veux. Et du coup, la psychothérapie ne marche pas parce qu'on ne prend pas au sérieux ce que dit le psychothérapeute, parce qu'il finance c'est son employé. On paye la femme de ménage 20 €, on paye le psychothérapeute un peu plus cher, mais quelque part c'est notre employé. Donc on ne prend pas au sérieux. Alors dans le système de transe, tout le groupe prend au sérieux. Et comme justement c'est le groupe qui entend le message, la famille peut pas faire semblant de ne pas l'avoir entendu, puisque les voisins sont au courant, tout le village est au courant. Et donc c'est fort comme traitement, et c'est certainement la plus vieille thérapie de l'humanité, la transe. À la fois pour les problèmes psychiques, mais aussi pour les problèmes physiques. Parce que quand on fait un effort intense, on sécrète les endorphines, et les endorphines sont un grand antalgique. Et donc, même pour des problèmes physiques, après la transe, ça passe pendant quelques heures. Donc, quand il n'y avait rien d'autre, on avait le temps de faire la transe aussi. Donc, on s'y mettait. C'est pour ça qu'on trouve ça dans toutes les cultures primitives. Leur pratique principale, c'est la transe. Et donc, on peut reprendre ça d'une certaine manière avec des thérapies modernes ou des pratiques psychospirituelles modernes. Et voilà. Alors, co-stimulation. Il y a des périodes où on a à la fois une stimulation sympathique et parasympathique. Et d'après Dakini et Newberg, ce sont les expériences d'union mystique. Union à Dieu, donc on en a parlé, mystique nuptiale, union avec le bien-aimé, Mahabhav dans la tradition de Bhakti de l'Inde. Et il y a des éléments physiques dans ce Mahabhav, les poils sont hérissés, la respiration est très différente, ça se voit de l'extérieur, le Mahabhav. Bhav, ça veut dire l'état intérieur, Maha, donc le grand état intérieur.
Et donc, si on pince la personne, elle ne réagit pas. Si on ouvre ses yeux, elle ne réagit pas. Donc, elle est vraiment bien déconnectée. Si on ouvre l'œil et qu'elle réagit, c'est pas un Mahabhav. Et pour la médecine occidentale, c'est aussi un test pour le coma. Si quelqu'un apparaît dans le coma, qu'on ouvre l'œil et qu'il referme immédiatement de façon irritée, c'est qu'il mime un état de coma, c'est-à-dire c'est plutôt hystérique. Mais si la personne, quand on ouvre l'œil, ne réagit pas, ça veut dire qu'elle est bien déconnectée. Donc c'est non seulement le coma en médecine occidentale, mais aussi au Bengale, ils savent faire ça, ils sont spécialistes des états d'extase. Et donc si on ouvre l'œil et que ça ne réagit pas, on se dit, celui-là, il est bien parti, c'est pas de la simulation, il est vraiment avec Dieu ou dans son état de yoga profond. Donc il y a ces états-là qui sont très intéressants. Et donc il y a des états qui sont hittothérapeutiques aussi, c'est la catatonie. La catatonie, c'est des schizophrènes qui peuvent rester 3-4 mois sans bouger. Et le signe, c'est que si on leur redresse la tête, ils sont allongés, donc si on leur redresse la tête et qu'on retire l'oreiller, ils resteront avec la tête au même endroit. Et si on change le bras, ils garderont le bras au même endroit. C'est ce qu'on appelle la flexibilité cireuse du catatonique. Parce que c'est comme de la cire. Si on bouge la cire, ensuite, c'est pas du caoutchouc, elle ne revient pas en place, elle reste là où on l'a mis. Et donc, ça, c'est typique d'une stimulation de la substance grise périaqueducale. Et l'idée, c'est que ça permet de libérer des angoisses importantes. Les psychotiques ont peur que leur corps soit morcelé, partent en morceaux, et en s'immobilisant complètement, ils exorcisent en quelque sorte cette peur et ils récupèrent une sorte de paix, mais qui coûte cher parce qu'ils sont incapables de fonctionner dans la vie. Mais pour eux, ils sont en paix, c'est déjà pas mal, ils ne se suicident pas, ils n'ont pas des crises d'angoisse, ils sont en paix avec leur système. Et Swami Vijayananda, qui a donc passé 75 ans à méditer, y compris 60 ans en Inde de façon très intense, il disait que pour lui, la catatonie, c'était une forme de samadhi. Voilà, mais dans un contexte où les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, donc ça apparaissait de la pathologie et c'était mal vécu, etc. Mais a priori, et ça a à voir avec le samadhi. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on s'immobilise? Là, j'ai eu des lumières là-dessus en lisant attentivement un demi-paragraphe de Porges. Parmi les centaines d'expériences qu'il a faites donc, sur le système végétatif, il a fait une expérience toute simple, c'est de ligoter un moineau des prairies. Et donc les moineaux des prairies ont beaucoup d'ocytocine, je pense, c'est pour ça qu'il a choisi pour l'expérimentation. Et ensuite, il a étudié les hormones dans le cerveau. Et il s'est aperçu qu'il y avait une stimulation, donc hormones neurotransmetteurs, dans le cerveau à la fois de la vasopressine et de l'ocytocine. Et vasopressine, c'est système sympathique, ocytocine, système parasympathique. Et donc, dans ces systèmes, donc c'est-à-dire qu'il y avait une co-stimulation du sympathique et du parasympathique. Et donc ça pouvait faire penser à l'état de l'union amoureuse où il y a aussi cette co-stimulation, ou un état d'urgence. Donc je ne vous ai pas dit, mais pour la co-stimulation du sympathique et du parasympathique, on a fait une étude aux urgences d'un hôpital en Israël et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient une stimulation en même temps du sympathique et du parasympathique. Et c'était nouveau parce qu'à part l'expérience amoureuse, on ne connaissait pas d'autres situations. Mais au fait, l'urgence physique où les gens pensent qu'ils vont mourir, ils ont tout leur système qui s'allume en même temps et ils ont cet état très spécial donc de stimulation du sympathique et du parasympathique. Et donc, pour rentrer en méditation profonde, on apprend à développer cette co-stimulation et c'est ce qu'ont bien montré donc Dakili et Newberg il y a déjà 20 ans, que dans les expériences intenses de méditation, en particulier union mystique, il y avait cette co-stimulation. Et donc l'immobilité aide à ça, puisque quand on immobilise ce moineau et qu'on va regarder dans le cerveau qu'est-ce qu'il y a comme neurotransmetteur, c'est vasopressine, c'est-à-dire stimulation sympathique, et ocytocine, c'est-à-dire parasympathique calmant, qui sont augmentés. Donc il y a une augmentation des deux, et ça donne un état paradoxal. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on décide de s'immobiliser? On remarque bien qu'on a une double réaction.
d'un côté, on est content de l'immobilisation complète, c'est comme le bébé dans le bras de sa mère, donc on s'abandonne. Hein. Et aussi, on est en même temps révolté, hein, on se dit quelqu'un cherche à me ligoter, donc je me débat. Et donc il y a la double réaction. Se débattre, c'est ça, le système sympathique, s'abandonner, c'est le système parasympathique, et finalement on a les deux en même temps. Et alors quand on sait ça, on peut travailler de façon plus profonde sur l'immobilité du yoga. Et c'est très important, hein, parce que c'est quand on a les expériences d'immobilité complète qu'on a des expériences d'immensité, hein, qu'on peut sentir l'immensité de l'espace. Tant qu'on a des petits mouvements, c'est la vie courante où on se faufile entre les chaises, les tables, etc., pour éviter de se cogner. Donc, on stimule notre centre des obstacles. Mais quand on est complètement immobile, à ce moment-là, c'est comme si le vaste ciel s'ouvrait. Et là, on a des expériences mystiques beaucoup plus profondes. Et c'est la stimulation du centre de l'espace pur. Et donc, Dakini Nyober avait déjà trouvé, il y a 20 ans, que quand les gens avaient des expériences profondes, quelle que soit la tradition, ils décrivaient l'espace pur, le ciel, hein, Hosanna et in excelsis Deo, Hosanna, celui qui est dans le haut des cieux. Donc c'est cette expérience d'espace pur qu'on a en méditation profonde. Et donc, en sanskrit, hein, on dit dans un hymne au soi qui est très beau, Gagana Sadrisham, c'est-à-dire Sadrisham pareil, Gagana au ciel, le soi est pareil au ciel. Donc c'est cette idée d'espace pur. Et donc, quand on a cet espace pur, quand on a cet espace pur, donc on rentre facilement en méditation profonde. Hein, donc, il y a un lien entre immobilité et immensité. Et alors, comme c'est des expériences qui sont intensément extatiques et donc agréables, et ben on crée un conditionnement positif et ensuite on a envie de retrouver ces expériences. Et pour retrouver ces expériences, il faut faire attention à comment est-ce que fonctionne son mental, comment est-ce qu'on gaspille son énergie dans Kama, Krodha, Lobha, c'est-à-dire désir intense, colère et avidité. Et donc Shankaracharya, il dit de façon très simple et lapidaire que ce sont les trois ripus, ils disent en sanskrit, c'est-à-dire les trois brigands, ça veut dire brigand un peu comme en verlan le ripu, donc les trois ripus qui nous arrachent, donc on pourrait dire rip en anglais, c'est la même racine aussi, le joyau du soi. Et donc, il faut calmer ces trois émotions perturbatrices pour réussir à calmer à récupérer l'énergie et à rentrer dans cette grande expérience d'immobilité. Voilà, donc, je voulais vous parler de danse indienne, balayage des yeux, et on va le faire dans la pratique. Pareil pour l'écoute du silence et simulation du parasympathique. Et pour variabilité cardiaque, bhakti et méditation d'altruisme, on va le faire aussi dans la pratique, c'est pas un problème, on aura un peu plus de temps dans la pratique. Ces choses-là, de toute façon, c'est bien aussi de les faire dans la pratique, ça, vous sentirez tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, un peu de temps pour les questions. Vous voulez Oui. bien reciter les trois ripus? Pardon? Vous voulez bien reciter les trois ripus? Oui, alors Kama, Krodha, Lobha. Krodha, c'est K-R-O-D-H-A. Et Lobha, L-O-B-H-A. Lobha, c'est l'avidité. Et c'est intéressant de voir que c'est la même racine qu'épilepsie en français. Lepsie en grec, ça veut dire ce qui prend. Épilepsie, ce qui prend par-dessus. Et donc l'avidité nous met dans une sorte d'état second, comme quelqu'un qui est épileptique, qui ne sait plus ce qu'il fait. C'est ça, Lobha, épilepsie. Et Krodha, c'est la colère. K-R-O-D-H-A. Et c'est tellement lié à Kama, le désir intense, qu'on les cite souvent ensemble. Kam Krodh, ils disent en hindi, Kama Krodha en sanskrit. Et donc, parce que plus on a de désir, plus on est frustré, plus on se met en colère. Donc, le type même de ça, c'est le crime passionnel. Hein, la personne qu'on aime le plus, elle nous fait des problèmes et on l'assassine. Voilà, un drôle d'amour. Mais c'est Kama Krodha, c'est pas le véritable amour, c'est simplement Kama, le désir intense. Oui. Au tout début, vous avez cité Steven et... Porges, P-O-R-G-E-S. On peut répéter, s'il vous plaît? Stephen Porges, P-O-R-G-E-S.
Donc il a été professeur de psychiatrie à Chicago et puis ensuite en Virginie. Et dans l'introduction de son livre, il dit très clairement, et c'est aussi son humilité de chercheur, que c'est pas que ses idées, que ça a été discuté pendant des dizaines d'années dans des congrès de psychiatrie où on invitait des éthologues, des spécialistes un peu bizarres du système neurovégétatif, des poissons, etc. Et en mettant toutes ces connaissances ensemble, on a pu voir comment tout ça s'est développé. Comme tu disais que pour les personnes agitées, Oui. les cas de méditation et après cette sensation d'avoir besoin de se dépenser, Oui. De rattraper, on le voit beaucoup dans les courses. Oui, oui, oui. À l'inverse, il y a aussi ce phénomène inverse de gens qui sont très calmes, très posés et que la méditation leur donne un peu d'énergie. Alors oui, c'est ça, heureusement, oui, la méditation c'est fait pour ça, c'est fait pour stimuler l'énergie, donc c'est une question de temps. Quand on a, au début, la méditation apaise, et puis après elle donne de l'énergie parce que justement, on économise son système sympathique, et du coup on peut l'utiliser ensuite, et on peut l'utiliser pour des choses utiles, bien sûr, quand on se débrouille, et voilà, donc mon maître Swami Vijayananda, il disait très simplement, le problème c'est pas de développer l'énergie par les pratiques spirituelles, mais c'est qu'une fois que l'énergie est développée, savoir qu'en faire. Et donc c'est un problème si les gens développent de l'énergie trop vite. À ce moment-là, ça ira dans l'ego, la colère, le désir, etc. Et on voit ça, il y a des gens qui font des pratiques de hatha yoga intensive ou de méditation intensive, puis ils sortent, ils sont très coléreux, etc. Ils ne supportent pas la contradiction. Et c'est parce qu'ils ont de cette énergie qui passe dans les canaux habituels, c'est-à-dire colère, désir, et parce que le mental n'est pas assez purifié. À ce propos-là, donc, Swami Vijayananda, il citait Laennec. Laennec, il prenait une comparaison à propos du traitement de l'œdème aigu du poumon. Il disait commencer par vider la charrette et ensuite simplement fouetter le cheval. Et donc l'image, c'est que le cœur est comme un cheval qui est surchargé par l'excès de volume de sang. Donc à l'époque, il faisait la saignée, maintenant on donne des diurétiques d'action rapide, mais le but est le même, c'est de diminuer le volume de sang. Alors quand le volume du sang a diminué, le cœur a moins pompé, et s'il est limite, il peut recommencer à marcher normalement. Et à ce moment-là, on donne des médicaments stimulants cardiaques parce qu'il a moins de travail à faire, et donc la stimulation cardiaque sera efficace. Mais si on donne dès le début des stimulants cardiaques, ça bloquera, il aura trop de volume à faire, du coup il se paralysera complètement et la personne décédera. Et donc il faut faire attention. Et donc Swamiji, qui était médecin, reprenait cette comparaison pour la méditation. Et il citait une autre anecdote avec la même image. C'était le Baal Shem Tov, le grand mystique hassidique. Il avait vu une fois un de ses disciples qui avait des tas de tonneaux sur sa charrette et qui fouettait le cheval, et le cheval ne réussissait pas à faire démarrer la charrette. Et il lui a dit la même chose, il lui a dit « vide ta charrette et ensuite fouette le cheval ». Mais il voulait parler de la pratique spirituelle. Dégage-toi de plein de choses et ensuite fouette ton cheval. Donc il faut bien comprendre ça. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple, la voie spirituelle, parce que c'est pas juste une panacée universelle, je vais méditer, je vais faire du hatha yoga, je vais faire du mantra, puis tout va aller bien. On éveille une énergie, déjà il faut réussir à éveiller l'énergie, donc il faut une pratique, il faut une concentration, mais une fois qu'elle est éveillée, c'est là qu'il y a d'autres problèmes qui viennent, et donc il faut tâcher de bien comprendre ça. Et Tenzin Palmo, c'est cette Anglaise que je connais donc depuis 5 ans, voilà, j'essaie de me relier à son enseignement. Elle a passé 11 ans et demi dans une grotte, et comme Swami Vijayananda, 18 ans en tout dans l'Himalaya, donc a vraiment médité. Et elle dit que, donc c'est connu dans la tradition tibétaine, ça revient au même, c'est le lung. Le lung, c'est une sorte de manie, d'hyperexcitation, qui vient chez des pratiquants qui font des exercices intenses.
Et ça vient du fait qu'ils avaient un conflit intérieur, ils ne sont pas au clair après avec leur pratique, ils ont un conflit intérieur, et donc toute l'énergie qu'ils mettent dans leur pratique intensifie le conflit intérieur. Et donc Tenzin Palmo avait un bon maître qui l'a prévenu de ce système-là, donc elle dit, malgré 11 ans et demi de pratique dans une grotte, elle n'a pas eu ce look, parce qu'elle était en accord. Régulièrement, elle se testait, elle se demandait quel est le meilleur endroit où je pourrais être. Et bon, la voix venait de l'intérieur, disait c'est dans la grotte, et quelle est la meilleure chose que je pourrais faire. Et la voix venait de l'intérieur en disant méditez. Et du coup, elle a continué comme ça pendant 11 ans et demi, parce que ça elle sentait de l'intérieur que c'était juste. Comment ça s'écrit, le lung? L-U-N-G. L-U-N-G, comme les poumons en anglais, mais là, ça veut dire les vents. Hein, les vents, c'est c'est la traduction de vayu. C'est assez proche de prana aussi. Donc trop de vayu, trop de vent. Donc vous savez les vata, en vata aussi c'est synonyme, c'est aussi vent. Les vata ce sont les gens excités en Ayurveda. Et donc lung c'est la traduction. S'il vous plaît, quand vous avez dit les 3 poisons, là, les 3 ripoux, Oui. le troisième vous avez dit c'est l'avidité, c'est ça? Loba, oui, l'avidité, oui. Mais le désir et l'avidité c'est un peu pareil? Oui, alors mais kama c'est plutôt sexuel et alimentaire. Ah d'accord. Hein, et loba c'est plus général. D'accord. Pour l'argent, je pense qu'on dira plutôt loba. Hein, avoir des terrains, avoir des propriétés, c'est plutôt loba. Kama, c'est spécifiquement sexuel et alimentaire, donc le truc physique de base. Loba, c'est déjà plus élaboré, social, etc. Excusez-moi, au début de la présentation, vous avez dit il y a le centre antérieur qui est comme le frein à pédale et le frein à main c'était le centre. Oui, le centre postérieur. On parle de complexe vague postérieur et antérieur. Donc c'est juste 1 centimètre à faire dans le cerveau, mais c'est pas évident de faire ce D'accord, mais centimètre. anatomiquement C'est dans le tronc cérébral et plutôt à droite. Pourquoi plutôt à droite? Parce que le côté droit est relié directement au cœur et le parasympathique est le système qui modère le cœur constamment. Donc c'est normal que le centre droite soit plus gros parce que c'est lui qui fonctionne le plus. D'accord, et par rapport au nerf vague? Alors donc parasympathique et nerf vague c'est synonyme. D'accord. C'est pour ça que de temps en temps on dit orthosympathique aussi pour le nerf sympathique. On dit aussi orthosympathique et on parle de nerf vague parce que le trajet est vague dans le thorax, il se perd un peu et donc on a mis longtemps, hein, il a fallu disséquer très attentivement pour voir par où il passait. Et au fait il descend par la droite du cou, il va dans la zone du poumon droit et au dernier moment il traverse vers le cœur à gauche. Et donc il y a un lien à faire avec la pratique de Ramana Maharshi où il conseille pour se calmer de se concentrer sur le cœur subtil à droite. Et donc, il y a une base anatomique à ça, parce que le cœur, le nerf calmant, c'est-à-dire parasympathique, passe réellement dans le poumon droit avant d'aller calmer le cœur à gauche. Et puis ça descend vers l'œsophage, non? Alors, oui, ça gère aussi la digestion. Alors, le complexe vague postérieur ancien gère la digestion, les sphincters anal et urinaire. Et par contre, le complexe vague antérieur, c'est-à-dire récent des mammifères, gère ce qu'il y a au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire poumon, larynx, pharynx, visage, voix, donc, c'est le système de communication plutôt. Voilà. Et la sieste, donc, c'est une stimulation du parasympathique. Et c'est important, donc on a fait une étude, j'ai pas vu l'étude détaillée, mais le résultat était que les gens qui ont l'habitude de faire la sieste ont une espérance de vie qui croît. Parce que c'est très naturel, on a ça dans le système. Par contre, si les prématurés boivent le biberon et font la sieste, ils risquent de mourir. Pourquoi? Parce qu'eux fonctionnent avec le système parasympathique ancien, le complexe vague postérieur. Ils n'ont pas encore développé le complexe vague antérieur et donc après avoir mangé, ils ont une réaction massive de parasympathique, c'est-à-dire diminution de la respiration et de la fréquence cardiaque tellement massive qu'ils meurent en bonne santé. Et donc c'est pour ça que, c'est à cause de ça que Porges a découvert le double système. Parce que les pédiatres de néonatologie lui ont dit, venez chez nous, vous êtes spécialiste parasympathique, on a un problème, nos prématurés meurent en bonne santé. Et donc il a trouvé que c'était à cause d'une réaction massive du parasympathique après l'alimentation, après le biberon. Du coup on a arrêté de donner le biberon aux prématurés, on leur a mis la perfusion en sous-clavier parce que leurs veines sont trop petites au bras pour mettre des aiguilles et à partir de là ils ont survécu.
C'est une découverte importante. C'est bête de mourir en bonne santé. Il y a une durée idéale pour la sieste. Pardon? Il y a une durée idéale pour la sieste. On disait de ne pas dépasser 20 ou 25 minutes. Ben, c'est-à-dire, oui, il y a 2 styles de sieste. Il y a le repos ou le sommeil, bref, un quart d'heure, avant de rentrer dans un vrai cycle du sommeil, ou alors à ce moment-là, il faut aller à 1h30. Voilà. C'est intéressant en Inde. Vous savez, l'Inde est très bruyante. Ceux qui ont été en Inde, c'est un raffut jour et nuit. Les gens, les fenêtres ouvertes, avec la télé qui gueule, etc. Et donc on entend tout. Les chiens aussi, ils sont du leurre, ils aboient pendant toute la nuit. Mais alors, en été, c'est-à-dire mai-juin, au moment de la sieste, là, tout est vraiment tranquille. Même les chiens font la sieste aussi, tout le monde fait la sieste. Et c'est considéré comme de la plus haute impolitesse d'aller déranger les gens ou téléphoner à cette heure-là. Donc entre 1h et 3h, c'est l'état d'immobilité sans peur de l'Inde. Ils sont en Shavasana. Shavasana spontané, rien ne bouge. Oui, c'est vraiment étonnant. Et quand il fait 40-45 degrés, on se sent obligé de faire la sieste. Il n'y a pas à discuter, on tombe. Et alors leur système, c'est qu'ils prennent le thé qui est stimulant après la sieste. Donc ils mangent leur riz, etc. Et après, ils ont l'effet souvent hypoglycémiant du riz blanc, parce que voilà, le glucide monte de trop et ensuite descend de trop. Et donc ils dorment vraiment. Et puis au bout d'une heure et demie, ils émergent et là ils prennent le thé et ils peuvent redémarrer pour la journée. Et du coup, la nuit, ils dorment moins. Parce qu'il fait chaud, on dort moins la nuit. Mais au niveau de la sieste, c'est obligatoire. Il n'y a pas besoin de police pour faire respecter la sieste. C'est la chaleur elle-même qui la fait respecter. Peut-on trouver une explication au malaise wagon Oui. Certaines personnes, et on ne trouve pas d'explication autre que... Alors oui, malaise vagal, donc une stimulation du système vague. Je pense, mais il faudrait vérifier, c'est une intuition logique après tout ce que je vous ai dit, que ce sont des gens qui sont en fait en hypertonie sympathique, chronique, et il y a un moment, comme je vous ai dit, à cause de l'homéostasie, le système vagal se venge et donne un grand coup, et comme ce grand coup, ça diminue la tension artérielle, ça dilate les artères, la personne fait un malaise. Et donc le traitement, c'est justement la relaxation pour éviter l'hypertonie sympathique chronique. Et à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de revanche du système vagal. Les deux seront bien équilibrés. Bon, c'est mon hypothèse. J'avoue qu'il faudrait que je vérifie la littérature là-dessus. Certainement, ça a été étudié, mais voilà. Enfin, je pense en ce qu'on dit des malaises vagaux en général. Oui, c'est des gens qui sont anxieux, qui ont ils sont trop tendus, etc. Donc, ça correspond au profil de l'hypertonie sympathique et c'est logique avec l'homéostasie cérébrale, qui est de temps en temps une revanche du système parasympathique. Quelquefois, ça arrive à table. Oui, alors on va faire la pause là. Oui, oui.